16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, doyen de l'humour en France, acteur français également, Jean Herbert. Pendant 15 ans, avant d'épouser le nom de Popek, connu pour ses sketchs Le Tribunal, Le Dîner chez Maxim's ou encore Le Bois de Boulogne dans la veine de Pierre Dac, à mon sens, Raymond DeVos et d'autres chansonniers. Acteur de la parole, Popek n'a jamais lâché la scène. Il vient nous faire découvrir son nouveau spectacle C'est fini de rire, on ferme au théâtre de Passy. L'occasion, comme toujours, de découvrir ou redécouvrir notre invité parce qu'on n'est pas des sauvages tout de même sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Popek. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Est-ce que cette petite présentation vous convient ? J'ai tendance à... Vous avez juste oublié mon nom et mon prénom officiel. Et on va y venir justement, c'est Voilà. ce qu'on va faire dans cette émission pour découvrir votre actualité. Tous les mais autres aussi- sont des noms d'emprunt. Exactement, pour découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. On y vient dans un instant puisque votre vie est finalement un film, à mon sens, cher Popek. On va y venir dans un instant, mais tout d'abord, si je vous demande 3 mots pour vous décrire, vous diriez quoi ? 3 mots pour me décrire. Je dirais un golem. D'accord. Un golem, ça fait 2. Un golem qui est sorti de moi-même. On verra si ça colle dans cette émission dans quelques minutes. Mais pour commencer, comme vous l'avez dit, le début, toujours le début. Popek, ou devrais-je dire Jutke Herbstu, si c'est bien Voilà, prononcé de Jutke cette Herbstu. manière. Vous êtes né à Paris un 18 mai. La date est incertaine. Je pense que c'est 35 quand vous C'est ayez 35, entendu oui. parler. Vous êtes benjamin d'une famille juive ashkénaze. Vous êtes le fils de Yankou, né à Bucarest en Roumanie, et Esther, polonaise de Varsovie, tous deux immigrés juifs d'Europe de l'Est, arrivés en France en 1912 et avec qui vous avez grandi dans une petite chambre de bonne au 36 rue de Rochechouart. Quel genre d'enfance Vous aujourd'hui ? avez bien étudié, hein, ça Oui. c'est vrai, c'est la stricte vérité. On a essayé. Au de 36 rue Rochechouart. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu aujourd'hui, Popek, avec le recul de la vie ? L'enfant que j'étais, Oui, l'enfant que vous étiez, Très- quel genre d'enfance vous très avez eu ? indiscipliné et en plus trop gâté, j'étais le Messie. Le Messie parce que mon père, quand je suis né, avait 57 ans. À cette époque-là, on était déjà un vieux monsieur. Il avait déjà des cheveux presque blancs. Et donc, il a eu 2 filles de son premier mariage qui avaient 35 ans de plus, 35 et 37 ans de plus que moi, que je n'osais même pas appeler mes sœurs, je les appelais tantes. Et si vous voulez, quand ma mère est arrivée, qui s'est mariée avec ma mère, qui était elle polonaise de Varsovie, qui venait d'arriver de Pologne, et qui cherchait à se marier avec un Français pour être naturalisée française. À l'époque, on avait le droit, quand on se mariait avec un Juif, même qui était naturalisé français, de prendre C'est la loi de Vichy qui a tout foutu en l'air. Et donc, si vous voulez, j'étais le Messie. Je me suis tout de suite rendu compte. Ma mère avait une fille, donc ça faisait 3 filles. Moi, je nais. Donc pour lui, j'étais le Messie, quoi. Donc les enfants se rendent vite compte qui sont comme disait Dolto, Françoise Dolto, l'enfant roi. Et c'est pas bien parce que j'étais je faisais du mal à tout le monde, à ma grande sœur, à tout le monde. J'étais méchant. Vous étiez un petit garçon méchant. Ah oui. On va voir ce qui va se passer par la suite. Solitaire et méchant. Vous voulez que je vous appelle Jutke ou Popek ? Je vais vous dire une chose, je le dis dans mes spectacles, pendant des années, j'ai détesté mon prénom. Parce qu'à l'école, les copains m'appelaient Jutkaka. J'ai détesté mon prénom et maintenant je le revendique. Maintenant, je ne supporte plus qu'on m'appelle par mon prénom qui m'a valu le premier prix chez Simon, avec lequel j'ai joué tant de pièces, Jean. Je ne supporte plus qu'on m'appelle Jean. C'est comme si on changeait de religion, comme si on changeait de peau.
C'est ce qui m'est arrivé très tardivement. Je revendique mon prénom Jutka. Puisque ça s'écrit de cette manière, mais ça se prononce Jutke, c'est bien ça ? Oui. Très tôt, vous allez apparaître dans un film qui s'appelle La Charrette fantôme de Oui. Julien Duvivier. On est en 1939. Vous n'avez que 3 ans ou 4. Comment vous arrivez d'abord au cinéma très tôt ? Parce qu'il y avait, au 7e étage, parce que tous les émigrés à l'époque habitaient toujours au dernier étage d'un immeuble dans des chambres de bonne. Donc mes parents habitaient dans une chambre de bonne au 7e étage sans ascenseur, hein, s'il vous plaît. Et il y avait un voisin qui était chargé de recruter des enfants pour un film qui s'appelait La Charrette fantôme. Donc tout naturellement, il s'est adressé Et c'est comme à ça mon père que vous êtes qui m'a arrivé là. amené sur ce tournage. Et mon père m'a raconté qu'il y avait une comédienne, une très grande comédienne Yvonne Printemps, qui ne jouait pas dans le film et qui était la femme de Pierre Freinet. Et j'étais au comptoir, comme ça, avec mon père, et il paraît qu'elle aurait dit « C'est pas parce que c'est un petit juif qui boira pas un chocolat ». C'est le souvenir que j'ai de ça. Le souvenir que j'ai, c'est qu'on m'a fait courir devant des gros projecteurs énormes qui m'ont foutu une trouille. Et c'est ce que voulait le réalisateur. La charrette fantôme, c'était ça, en fait. On courait devant des gros projecteurs. Et il faut croire que j'avais une présence, une photogénie, puisqu'il a dit à mon père, c'était Duvivier, qui me prendrait pour un autre film à Nice. Et la guerre a éclaté. Voilà. Je vais rebondir sur cette phrase « courir après les projecteurs ». On va voir que au fur et à mesure dans votre vie, les projecteurs et le fait de courir peut-être après eux, ça va ponctuer votre carrière peut-être, Popek, on va voir ça dans un instant. Mais puisque vous venez de le dire, la Seconde Guerre mondiale va s'abattre sur la France. Vous êtes confié à l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, qui vous place au château de Chaumont dans un premier temps. Et je crois que vous... À Montmorency d'abord. À Montmorency d'abord. Est-ce que vous gardez des souvenirs de cette époque ? Parce que sur scène, hier, par exemple, vous avez dit que c'est une partie de votre histoire que vous avez un petit peu effacée de votre mémoire. Oui, même gommé totalement, que j'avais tiré un rideau de fer même. Bien sûr que je me souviens du château de Chaumont, uniquement à cause de mon père. Parce que mon père avait cette manie de voyager avec un petit appareil photo qui est formidable, parce que c'est grâce à lui que j'ai des photos. Mais pas de ma mère. Il a conservé aucune photo de ma mère. Donc je ne sais pas comment était ma mère. Mais mon père a divorcé très vite. En 1937, il n'habitait plus à la maison. Donc, si vous voulez, le château de Chaumont, je m'en souviens parce que mon père, comment il a fait pour venir en temps de guerre jusqu'à Guéret, jusqu'à Chaumont, il a été arrêté par la police d'ailleurs. Parce qu'à l'époque, c'était zone libre. Et quand on a vu un homme comme ça, d'un certain âge, avec un accent, il a été arrêté par les gendarmes. Parce que dans la région de Guéret, on se croyait toujours vainqueur des Allemands. On connaissait pas ça, l'occupation, les Allemands. Donc on voyait un étranger, donc c'est un Boche, quoi. Et quand il a dit qu'il venait voir son fils, un vieux comme ça, qui dit qu'il vient voir son fils, il a un appareil de photo en plus. C'est toute une histoire. Vous devenez un enfant de l'OSE, vous irez de pension en foyer, votre maman sera déportée à Drancy, mais elle ne va pas revenir. Qu'en sera-t-il de votre père, dont vous en parlez beaucoup sur scène ? Oui, parce que malheureusement, mon père ne me parlait pas. Alors je l'interroge maintenant qu'il est mort. Cette génération ne parlait pas, ne se confiait pas, elle voulait oublier, et même à l'OSE, on avait tout fait pour nous faire oublier. On n'en parlait pas à l'OSE. Si, on racontait les pires histoires antisémites entre nous. Ouais. Mais on parlait pas de ça. Les plus grands en parlaient, oui. Les plus grands qui avaient 14-15 ans, oui, bien sûr, beaucoup. Mais nous, les petits, on n'avait aucune notion de tout ça. Donc finalement, vous, Popek, vous grandissez avec votre maman, votre papa se sépare très tôt d'elle, vous êtes confié très vite à l'OSE, votre maman est, elle, déportée, et votre papa va venir prendre de vos nouvelles de temps en temps, mais vous allez évoluer en pension finalement. Tout le temps. Je crois qu'il m'a confié à l'OSE à l'âge de 4 ans, et j'ai plus quitté l'OSE jusqu'à mon mariage. À 20 ans. Et comment votre père il a été caché ? Comment ça s'est passé pour lui ? Pendant la guerre, il n'a jamais voulu en parler. Et moi, bêtement, je ne l'interrogeais pas. Ouais. Mais il n'a jamais voulu en parler. Donc vous ne saviez pas. Je pense et que vous ne mon savez toujours pas. avait
des relations, étant en France depuis 1910. Il avait fait la guerre. Il avait fait la guerre. Donc, il s'était fait des relations dans le clan roumain de l'époque, des gens comme ça. Et malheureusement, il ne me parlait pas et je ne l'interrogeais pas. Et ça, c'est le regret de ma vie, bien sûr. Vous quittez l'école très tôt à 14 ans, vous apprenez l'ébénisterie et vous serez ébéniste-opticien dans un premier temps. C'est ce que vous dites sur scène. Mais c'est la vérité, on fabriquait des lunettes pour le cuvette DBC. C'était du luxe à l'époque, parce que les cabinettes étaient à la turque. Vous allez enchaîner sur des petits boulots. Vous devenez vendeur de caleçons molletonnés sur les marchés. Vous en parlez dans votre spectacle. C'est ma sœur qui m'a fait l'accident. Claire Duvissier, manutentionnaire. Parce que j'ai revu ma sœur en 1945. La plus petite. Elle a été déportée aussi. Elle n'a jamais voulu en parler. Jamais voulu en dire un mot. D'ailleurs, je n'ai appris qu'à sa mort qu'elle ne s'appelait pas Jacqueline, mais Chana. Rana. Oui. Tout le monde francisait son nom. Et elle en est revenue. Et elle en est revenue, elle n'a jamais voulu en parler. Parce qu'elle m'a dit un jour, parler, c'est marcher sur les morts. Vous en parlez de ce genre de choses finalement sur scène parce que vous dites que on fait de l'humour avec des choses tristes. Oui, mais bien sûr. Mon humour vient de la tragédie. C'est vrai, les histoires drôles viennent de la tragédie. Bien souvent. Vous allez vous construire de cette manière, Popek. Vous allez faire plusieurs petits jobs, mais c'est la scène qui va vous envahir finalement. Est-ce que je vais me permettre quand même de dire ceci? Vous êtes dispensé d'aller faire la guerre en Algérie car votre mère est morte en déportation. Et comme je préfère le verre à moitié plein qu'à moitié vide, c'est peut-être dans le pire une chance pour vous de devenir Popek. Écoutez, j'ai été dispensé de partir en Algérie grâce à la loi qui disait que les enfants rescapés de parents déportés étaient morts pour la France. Et c'est Serge Klarsfeld qui par la suite a fait changer la loi. C'était pas mort pour la France, mort du cause de la déportation. Donc il a fait rectifier les choses, Serge Klarsfeld. Et donc, j'ai évité d'aller en Algérie, c'est vrai, mais je me suis quand même tapé 28 mois de service militaire. Vous allez vous inscrire par la suite au cours de René Simon, votre deuxième papa, comme vous le dites, et vous le dites sur scène. Vous remportez le prix Marcel Achard. Votre père dira « Je me demande de qui tu tiens ce don-là. Ça doit être de ta mère, elle mentait tout le temps. » Mais c'est la vérité, parce que ma pauvre maman, elle avait besoin de gagner sa vie. Ma sœur me l'a dit, une fois elle ne me l'a pas envoyé dire, elle me l'a dit. Ton père ne nous donnait pas d'argent, on était obligé de subvenir. Donc, maman, elle allait à droite, à gauche. C'était une belle femme, sûrement, quand je vois comment ma sœur était très jolie. Et donc, et c'est vrai que mon père m'a dit cette chose terrible quand il a vu mon nom dans le Figaro. Je me demande de qui tu tiennes cette dent-là. Ça doit être de ta mère, elle mentait tout le temps. Vous pensez que votre maman ait une vie cachée? Pour gagner sa vie cachée, puisqu'elle sortait elle a été arrêtée le soir parce qu'elle a été prise dans un restaurant après 20h. Les Juifs n'avaient pas le droit de sortir après 20h. Donc elle a été convoquée au commissariat et elle a été condamnée à une peine de prison. Elle n'a jamais vu cette prison puisqu'entre-temps, elle était déjà à Drancy et elle est partie. Je l'ai su j'ai acheté il y a très longtemps le livre de Serge Klarsfeld, qui a été établi par lui des 76 000 Juifs qui ont été déportés, qu'elle est partie par le 3e convoi pour Auschwitz. Le premier convoi de femmes. Popek, vous allez vous orienter d'abord vers une carrière d'acteur dramatique et pour cause, je pense que votre vie joue un rôle là-dedans. Vous êtes sous le pseudonyme de Jean Herbert sur les conseils de René Simon. Vous n'obtenez au départ que des petits rôles au théâtre, à la télévision, dans Chéri Bibi de Jean Pignol ou encore au cinéma, dans Les Compagnons de Bâle de Pierre Prévert. Et alors, en 68, vous créez le personnage de Popek. Qui est réellement Popek? Écoutez, j'étais donc au théâtre de l'Atelier où je donnais la réplique à des très grands comédiens comme Charles Denner, et puis d'autres comédiens. Je me souviens plus des noms, mais des très grands comédiens. Charles Denner, je me souviens surtout de lui, et de Michel Beaune, le compagnon de Belmondo. Et donc, un soir, on fait une fête
c'était la coutume au théâtre de donner une représentation de tous les petits rôles. Les grands rôles, non. Mais le petit rôle, ils s'en donnaient à cœur joie. Et puis, devant le tout Paris. Il y avait dans la salle Claude Berry, Michel Simon, ils venaient de tourner le vieil homme et l'enfant. Et on me dit, tiens, tu nous racontes toujours des histoires de ton père. Tu devrais faire un petit truc. Alors moi, je fais. Ça a eu un succès. Mais un succès. Le soir même, Charles Denner m'emmène à l'Écluse. Il me dit, t'as pas le temps de te déshabiller. 1h du matin, je t'emmène à l'Écluse. Le soir même, un homme de télévision qui est là m'engage à la télévision. Boum, c'est parti comme un coup de canon. Et puis, il y a un juif qui est venu me voir sur scène et qui m'a dit, c'est pas bien, vous vous moquez des commerçants. Et je lui ai répondu, ils m'ont assez fait chier. Sur les marchés et tout ça. Au puces et partout, il fallait accrocher le client. Et en cela, j'ai imité Rimbaud, Artaud, qui a dit un jour à un bourgeois, vous m'avez suffisamment emmerdé dans la vie pour me devoir 5 francs de dommages et intérêts. J'étais pareil. J'en voulais à tout le monde. Et d'ailleurs, Truffaut fait dire à Catherine Deneuve, sur Jean-Pierre Léaud, elle lui fait dire, sous prétexte qu'il est orphelin, il en veut au monde entier. C'était mon cas. Vous avez parlé de Truffaut, on va y revenir dans un instant, mais vous devenez donc humoriste. Popek, vous jouez d'abord dans de petits théâtres et cabarets, notamment au Café d'Edgar de Montparnasse, où vous vous faites donc un nouveau nom avant de jouer sur des scènes plus importantes comme l'Olympia ou le Palais des Congrès, avec des sketchs mythiques, et on va en écouter 3. Non, monsieur la présidente, je n'ai pas d'avocate. C'est pas la peine que ça m'écoute les yeux de la tête pour que l'avocate il dise pour moi qu'est-ce qu'elle est si mieux placée qu'elle vit pour dire qu'est-ce que ça s'est passé avec ma femme. Je suis française, monsieur la présidente, puisque vous m'avez posé la question. Je suis française, je peut-être pas des pères en fils, mais n'empêche que j'en ai des attaches profondes ici depuis pas mal de siècles, puisque c'est une de mes ancêtres qui en avait inventé les ponts pour les châteaux forts, que d'ailleurs ça portait son nom, les ponts Lévis. Ah bah voilà, ça me plaît. Vous allez me donner une saumon fumée avec supplément. Qu'est-ce que vous en donnez comme supplément? Hein? Ah, c'est un supplément de prix. Ah bon? Et pourquoi il est un supplément de prix? Parce qu'il vient d'où? Des Scandinavies. Ah bon, alors si je comprends bien, c'est moi qui je lui paye son voyage. Déjà allé au bois des Boulognes? Oui, à 2h du matin. C'est le seul endroit que je connaisse où quand vous donnez un coup de pied dans un buisson, il vous le rend. Ce que personne ne sait, Popek, et que vous dites peut-être pour la première fois cette année sur scène, en tout cas ceux qui le savent sont ceux qui sont venus vous voir récemment, c'est que jeune, vous souffriez de timidité, vous étiez introverti, oui. Vous bégayiez, vous souffriez d'un syndrome de la Tourette et vous avez été sauvé. Je peux me permettre de vous féliciter parce que c'est très rare. Vous avez donc vu le spectacle? Mais j'étais là hier, bien sûr. Ça, vous faites bien votre métier. Bah, c'est gentil. Eh ben, il y en a peu qui le font. Bravo. Merci. J'ai si ému. Popek, vous dites ça et j'ai l'impression que ça vous a coûté de le dire parce que vous l'avez gardé longtemps. Quoi donc? Ce que vous dites sur scène, parce que vous dites à un moment donné, bon, allez, je me mets à poil. C'est vrai. Pourquoi maintenant? C'est vrai ce que vous dites. Ben, parce que j'en avais marre. Il y a tellement de jeunes qui font ça que j'ai plus envie. Vous savez, il y a je ne sais pas qui disait ça, un grand écrivain, quand on a les moyens, quand on a l'envie, on n'a pas les moyens. Quand on a les moyens, on n'a plus l'envie. C'est mon cas. C'est marrant parce que dans la pièce Bungalow 21, je me permets de faire cette référence à Marilyn Monroe qui dit sur scène, jouée par Emmanuel Seigny en ce moment, pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, elle dit quand on devient une star, c'est plus comme le rêve d'avoir eu l'envie de devenir une star. C'est-à-dire qu'ils sont tellement sollicités que d'un seul coup, il y a quelque chose qui les bouffe. Ils arrivent à être... c'est incroyable parce que ça devient... D'un seul coup, ils touchent plus terre. Ils ne se rendent plus compte que tout était tellement facile. Les cadeaux qu'on leur fait de partout et tout. Alors... Et puis, il y a autre chose. Moi, on m'a dit un jour, si tu te shootais un peu, tu aurais du génie. Eh bien, je me suis jamais shooté, je n'ai pas de génie, mais je suis toujours vivant.
C'est ça la différence. C'est-à-dire que je serais mort depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que j'aurais peut-être du génie. Peut-être. Je me suis mis des limites. Or, quand on se shoot, on met pas de limites. On va loin. Et c'est ce que souhaitent les médias aujourd'hui. C'est un mec qui ne met pas de limites. Et comme ça fait le buzz. On est revenu à une époque, presque, je dirais, de la délation. Où tout ce qui peut être dit de mal sur les autres, c'est ce qui... Je vois sur les réseaux sociaux, c'est infernal ce qu'on peut y lire. Alors bon, je vais faire attention à tout ce que je dis, parce que à celui qui dit la vérité, il donne un bon cheval. Il en aura besoin pour s'enfuir. Sur scène, vous dites beaucoup de choses, Popek. On va en parler dans la deuxième partie de cette émission encore un petit moment. Mais vous arrivez sur scène déjà avec un petit temps mort, j'ai envie de dire, de réflexion, avec cette phrase « Laissez-moi le temps de me rappeler pourquoi je suis là ». Ça amuse tout le monde au départ. Oui, parce que tous mes sketchs sont nés de comment vous dire, de choses que j'ai mal vécues. Quand j'ai commencé au café-théâtre, j'attendais en coulisses. Et j'entendais, si on s'emmerde, on s'en va après le premier sketch, tout ça. J'arrivais, et moi je venais du théâtre. Et au théâtre, quand on entre sur scène, il y a un silence. Surtout que je venais de jouer Incident à Vichy d'Arthur Miller. Et il y a 7 minutes de silence au début de la scène. Donc moi, quand j'arrive sur scène, et puis ça braille déjà dans la scène, et moi je me tais. Et puis d'un seul coup, j'entends, alors, il commence quoi ? Et c'est là que ça m'a foutu une telle colère. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'allez pas me dire que quand vous arrivez au boulot le matin, vous commencez tout de suite non plus. Boum ! Le rire est parti comme un coup de canon. Et moi, c'était sur le coup de la colère. Aujourd'hui, Popek, vous avez 88 ans. Ouais. Vous le dites sur scène, le dépassement démographique, c'est 79 ans pour un homme. Et vous avez explosé le score, non seulement par l'âge, mais aussi sur scène. Aujourd'hui, il y a 200 000 humoristes, majoritairement jeunes, qui se disputent une place, qui essayent de s'en sortir. Vous êtes toujours là, vous résistez, et j'ai même envie de dire que vous faites salle comble, puisque c'était le cas hier. Oui, c'était le cas, mais malheureusement, je suis passé c'est un petit théâtre, le théâtre de... Théâtre de Passy. J'ai fait les plus grandes salles. Je n'ai plus la santé pour faire les très, très grandes salles. Il faut une grande promotion. Mais je dois dire que, curieusement, j'ai une promotion actuellement, comme j'en ai jamais eu quand j'ai fait le Palais des Congrès, l'Olympia, le Casino de Paris. J'ai eu les plus grands producteurs de Johnny Hallyday. Les affichages étaient formidables. Mais du point de vue promotion télévisuelle et téléradio, j'ai jamais eu ça. Jamais, jamais, jamais. Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous avez annoncé que c'était le dernier ? Non, parce que j'ai annoncé c'est pas moi qui ai annoncé que c'était les derniers, c'était les producteurs. Moi, vous savez, quand j'ai commencé à faire le musical, le cabaret plutôt, il y avait 2 noms. C'était Raymond DeVos, Fernand Reynaud. Aujourd'hui, il y en a des milliers. Vous avez un public fidèle. Je ne sais plus comment vous dites sur scène, mais j'aime beaucoup votre définition de la fidélité, Popek. La fidélité ? Ouais. Je me rappelle pas. On va réfléchir ensemble. J'ai dit tellement de choses. Et on revient dans un instant. On va continuer à parler de ce spectacle en profondeur. On continue cette émission avec Popek pour son nouveau spectacle C'est fini de rire. On ferme au théâtre de Passy. Mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Ethanit Belaïch. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. 3 Palestiniens ont été arrêtés ce matin sur le mont du Temple pour avoir menacé des Juifs sur fond de tensions sécuritaires. Ceci alors que 50 000 personnes se sont rassemblées devant le Kotel à Jérusalem pour un grand birkat à Kohanim à l'occasion des fêtes de Sukkot. 5 Juifs entrés dans le tombeau de Yosef à Naplouse ont eux été attaqués à coups de pierre en début d'après-midi. L'un d'eux a été légèrement blessé lors de l'incident.
Le gouvernement de Binyamin Netanyahou serait en train d'évaluer l'aide qu'il pourrait apporter à Gaza dans le cadre de l'accord de normalisation des relations israélo-saoudiennes. Ces dernières semaines, le Hamas a intensifié sa pression sur Israël à travers des manifestations et des émeutes à la frontière entre Gaza et l'État hébreu. Le ministère de la Santé israélien réduit le budget alloué aux organisations de santé mentale, une réduction due à l'arrêt d'un fonds spécial créé pendant la crise du coronavirus. Après l'éducation et l'écologie, la sécurité. Le président de la République Emmanuel Macron va dévoiler cet après-midi à l'occasion d'un déplacement dans le Lot-et-Garonne les sites d'implantation de 200 nouvelles brigades de gendarmerie. Une nouvelle campagne de vaccination contre le coronavirus ciblée sur les populations les plus à risque démarre aujourd'hui en France. Et enfin, le prix Nobel de médecine a été attribué en fin de matinée à la Hongroise Katalin Karikó et à l'Américain Drew Weissman, récompensés pour leurs travaux sur les vaccins à ARN messager contre le coronavirus. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et on poursuit notre émission avec mon invité Popek et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Le nouveau magazine Les dossiers de chronique criminelle. Bonjour, c'est Jacques Pradel. Pourquoi des gens ordinaires commettent-ils parfois l'impensable ? Avec ce nouveau magazine, je vous emmène au cœur des plus grandes enquêtes. Récits, décryptages, témoignages. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Le nouveau magazine Les dossiers de chronique criminelle chez votre marchand de journaux. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Cette semaine, notre dossier spécial Amérique, Israël, Arabie Saoudite, le deal du siècle. Demain, la normalisation avec Riyad. Le Moyen-Orient est-il enfin à portée de main et comment Joe Biden joue son va-tout? Les décryptages du professeur Emmanuel Navon et Dari Echstein. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui Popek pour son nouveau spectacle C'est fini de rire, on ferme. C'est au théâtre de Passy, Popek, depuis le 24 septembre jusqu'au 31 décembre. C'est le dimanche à 17h. Je suis venue vous voir et on débarre avec une bande-annonce. Quand je pense que mon père me disait « Tu aurais mieux fait d'épouser une fille un peu légère, mais plus facile à vivre. » Je lui dis « Mais papa, une fille un peu légère, elle aurait eu des amants. Elle m'aurait fait coquille. » Mon père m'a répondu « Eh ben, il vaut mieux être à 10% dans une bonne affaire plutôt qu'à 100% dans une mauvaise. » Dis donc, s'il y en a qui n'aiment pas les violons, n'en dégoûtez pas les autres quand même. Un très très bon moment avec vous Popek, je vous le disais tout à l'heure, la salle était complètement full, pleine, c'était un bonheur de vous découvrir sur scène pour moi pour la première fois et je vais vous raconter une petite anecdote qui date d'il y a au moins 5 années. Nous devions nous rencontrer, c'est une anecdote tout à fait personnelle, j'avais téléphoné pour venir vous voir en place presse et j'étais tombée sur vous directement et vous m'avez dit venez avec grand plaisir mademoiselle et je vous accueillerai en loge. Et j'ai trouvé que c'était tout à fait charmant de votre part. C'était à Paris, ou vous dire où, je ne sais pas, mais c'était il y a 5 ans. Et je tenais à dire, voilà, que c'était tout à fait charmant de votre part. Sur scène, vous démarrez avec vos apparitions au cinéma, bien sûr. On vous a vu dans Rabbi Jacob, dans bien d'autres films, dans Le Pianiste. Mais on voit surtout une interview de François Truffaut qui dit qu'il vous adore parce que vous êtes l'humour juif, peut-être l'incarnation même de l'humour juif, c'est-à-dire l'humour contre soi-même dont on est la première victime. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Pour moi, c'était... que Truffaut dise ça, j'étais abasourdi. D'autant plus que mon agent de l'époque m'avait dit il faut faire un sketch sur le cinéma. J'ai dit j'ai pas de sketch sur le cinéma, je vais pas. Et puis je suis allé faire cette émission et à mon grand étonnement, c'est Truffaut qui m'avait demandé. Et puis j'ai fait un sketch avec un chien en peluche que j'ai acheté à l'époque. Et ce chien, il est pour moi toujours sur mon bureau.
je lui parle souvent. Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre homme? Hein? Vous parlez du racket de la retraite. Et ça m'a beaucoup fait rire du président Macron en disant... Quand j'entends un artiste parler de retraite, j'ai envie d'être méchant, quoi. Pourquoi? Judith Magre a 96 ans, elle est toujours sur scène. 96 ans. Vous exercez toujours ce métier par nécessité, Popek, ou par goût de la scène? Non, parce que c'est un virus. Je voudrais bien m'en séparer. Je voudrais bien que les gens ne viennent plus comme ça. Bonsoir, j'arrête. Il y a du monde. Il y a des producteurs. Moi, je ne dépense pas un sou. En échange, je veux que tout soit parfait. Je ne demande rien, mais que tout soit parfait dans la promotion. Et tant qu'un producteur gagne de l'argent avec vous, il est là. Il est là. Je suis salarié. Ça n'existe pas plus, les salariés chez les humoristes. Ils sont soit auto-entrepreneurs, soit coproducteurs, ça n'existe plus. Plus personne ne veut produire. Vous êtes en CDI. Alors moi, bon, si demain il y avait personne dans une salle, vous savez, on m'a rappelé hier, je crois, que j'ai remplacé Jean-Marc Thibault pour un mois au Café d'Elgar. Et au bout de quelques jours, le maître des lieux, là-bas, il a dit à Jean-Marc Thibault, tu n'as pas une seule réservation. Moi, je passais vers 23h. Par contre, tout le monde demande... je ne m'appelais pas encore Popek. Jean Herbert. Jean Herbert joue Popek. Tout le monde demande des réservations pour lui. Alors, on va inverser. Tu vas passer à 23h et Popek va passer à 20h30. Il était vexé, le pauvre. Alors, il est parti. Mais je suis venu je suis resté 3 ans. Je n'en pouvais plus. J'ai été réquisitionné après par le Théâtre La Bruyère, puis après par l'Olympia, puis après par le Palais des Congrès. C'était la folie. On vous retrouve encore aujourd'hui alors sur scène, entouré de vos objets fétiches qui vous ont accompagné toute votre carrière. Une guitare, une redingote, un caleçon molletonné. Oui. Vous rejouez même pour notre plus grand bonheur le menu de chez Maxim's, mais aussi un spectacle un petit peu en dessous de la ceinture, Popek. Est-ce qu'on peut dire ça? Oh, très peu. Un petit peu. Très peu, je trouve, quand même. Un petit peu. Si vous m'en rappelez, oui, je vous le dirai, mais si vous me rappelez des passages, je veux bien. La leçon de golf. Oh, c'est pas sous la ceinture. Des petites anecdotes. C'est la vérité. Ma femme serait là, elle pourrait vous le dire. Je vais prendre des leçons de golf à l'île Maurice. Je me fais engueuler par un type comme il n'est pas permis, qui me donne la leçon de golf. Il avait une éducation britannique et il ne me connaissait pas, bien entendu. Je reviens le soir, je dis à ma femme, mais tu veux pas savoir comment il m'a engueulé, ce type, comment il m'a parlé. Je suis pas prêt d'y retourner au prix que ça coûte. Puis le lendemain, ma femme, elle me dit, où tu vas? Je dis, je vais faire ma leçon de golf. Mais dit, t'es masochiste? Oui, mais j'y vais avec un magnétophone. J'ai enregistré tout ce qu'il m'a dit. Et paf, le sketch est parti comme ça. Si vous parlez de votre femme, justement, c'est aussi un spectacle peut-être pour elle, aux pieds galbés, comme une commode Louis XV, c'est ce que vous dites? Parce que, vous savez, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Donc, moi, je dis le contraire sur ma femme. C'est mon droit. Comme ça, je suis sûr de ne pas me la faire piquer. Parce qu'elle est plus jeune que moi. Vous dites cette saleté avec qui vous êtes depuis tant d'années, qui vous a supporté jeune quand vous étiez très con, et celle qui vous trouve encore visiblement très jeune. C'est assez drôle de vous entendre dire tout cela, Popek. Est-ce que vous vous sentez encore très jeune? Ah bah oui, très jeune et très con, ça c'est sûr. On entend je aussi... ne sais pas faire autre chose que... Aznavour disait, je pense chanson 24 heures sur 24. On est des égoïstes. On est obligé d'être des égoïstes. Et moi, je suis un égoïste. Je pense qu'à mes textes, je pense que jour et nuit, pour améliorer un mot, oh là là, je passerai des heures et des heures et des heures. Pour que ça marche à Paris, à Bruxelles, à Montréal, dans tout le monde francophone. C'est des années de travail. Des années de travail. Des années de travail, et vous êtes toujours en tournée. Vous essayez en tout cas d'être en tournée à Paris, un petit peu partout. Jusqu'à il y a quelques temps, vous êtes un peu chansonnier aussi, Popek, sur l'air de la chanson
Kalinka notamment. Vous rendez aussi hommage à des gens que vous avez aimés, Raymond DeVos, le champion des chansons courtes, à Georges Brassens. Vous évoquez aussi Henri Salvador et vous traficotez toujours des textes en parlant de votre femme. Et j'aime beaucoup ce que vous dites sur la différence entre un chanteur et vous. Bien sûr, parce que c'est la vérité. C'est-à-dire que le chanteur, lui, il chante pas a cappella, il a ses musiciens qui l'accompagnent. Il a des musiciens qui lui donnent le ton. Et moi, mes musiciens, c'est qui? C'est le public, par les rires, par les sourires. Et je dis, la seule différence avec le chanteur, c'est que lui, il paye ses musiciens. Et vous, vous êtes payé. Vous n'êtes pas Enrico Macias, mais vous chantez bien. C'était un rêve, ça? Ah bah, je connais bien Enrico Macias. La première fois que je l'ai vu, on était dans une émission au Luxembourg. Et puis, il y a une dame qui parlait en luxembourgeois. Et moi, je commençais au théâtre La Bruyère. Et à ce moment-là, il me regarde, Enrico Macias. Alors, je lui ai dit, vous comprenez pas ce qu'elle dit? Il me dit non, je dis, c'est du yiddish. Alors, il s'est marré. Je me suis permis de faire cette référence à lui parce que vous en parlez sur scène. Vous avez aussi une autre amitié avec Yehudi Menuhin, violoniste et chef d'orchestre, et vous en parlez sur scène. Bah, en vérité, c'est pas avec lui que je suis ami. C'est avec quelqu'un que vous connaissez bien, avec Ivry Gitlis. Gitlis. Et c'est vrai cette anecdote? Yehudi Menuhin, c'est faux. Mais c'était Gitlis, mon ami. Et vous racontez une anecdote qui est vraie? Avec Yehudi. Sur les Parisiens? Quand il jouait du violon sous les fenêtres des Parisiens? On a bien le droit d'inventer un peu. Et ça fait bien plaisir d'inventer un peu. Vous avez ce regret de ne pas avoir appris la musique, c'est ce que vous dites sur scène, Popek. J'ai une question à vous poser pour terminer cette partie d'émission ensemble. Que dirait l'enfant caché Yutke de l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui? L'enfant caché, qu'est-ce qu'il dirait? Oh, bah, je pense à un Israël, surtout. Et je citerai, je fais pas de politique du tout, je me mêle pas de politique, mais je citerai une phrase de Golda Meir, qui avait dit « Nos deux peuples s'entendront bien le jour où les femmes palestiniennes aimeront plus leurs enfants qu'ils haïssent les nôtres. » Peut-être. C'est ce que vous voulez qu'on retienne, ça? Ah, qu'on retienne, moi j'y vais rien qu'on retienne du tout. Je m'en fous, je suis un juif laïque. Je le dis la vérité, je le dis ici, même si ça plaît pas. Vous savez, Cohn-Bendit a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce genre-là, je ne me rappelle plus. Mais ça m'avait plu. Il est dans la vérité, moi aussi. Vous savez, ma femme n'est pas juive. Elle est pourtant en soutien d'Israël, totalement. Mais il m'est arrivé d'être invité avec elle, et quand, par exemple, pour les Shabbats, tout ça, quand les gens ont vu qu'elle n'était pas juive, ils m'ont jamais invité 2 fois. Je retiens ça aussi. Et je préfère pas en dire davantage. Merci, parce Popek. que je serais pas gentil. Merci, Popek. De rien. On va découvrir. découvrir. Sauvage, vous m'aidez rien. On va continuer cette partie d'émission à découvrir toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, Emma Scali nous emmène au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! 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 Au théâtre. Bonjour Emma. Bonjour Cyrielle, bonjour Popek. Alors aujourd'hui, connaissant votre amour pour la musique, vous nous avez encore parlé de Yehudi Menuhin et même si vous n'en avez pas fait, et je crois que vous aimez le piano aussi. Beaucoup. C'est mon grand regret d'avoir pas appris la musique. Mon très grand regret. Vous me dites Charlie Chaplin ne connaissait pas une note de musique, mais c'est dommage qu'on n'ait pas étudié la musique. C'est pour ça qu'on aime tant la musique. Moi. Imaginez que sur scène, quand je joue du violon, c'est faux, je sais même pas jouer du violon. Mais imaginez que j'aurais simplement appris au violon, puisque j'ai l'oreille musicale, le vol du bourdon au piano. C'est tout. J'aurais appris ça aurait été extraordinaire. Mais non, j'étais pas... Je suis quelqu'un qui a abusé de ses dons. J'avais des dons. Et j'ai travaillé à un moment donné où je me suis aperçu que dans ce golem que j'avais créé, il n'y avait plus que ça qui comptait. Je ne ferais pas autre chose. Alors, je me suis, comment vous dire,
je me suis engouffré dans cette prison dorée. Pour dire la vérité. Eh bien justement, moi je vais pas vous parler d'un artiste qui s'est engoncé quelque part, mais plutôt d'un pianiste, Guilhem Fabre, qui a endossé pour une série de 32 représentations au studio Héberto l'habit du comédien. En fait, il y incarne le penseur mélomane qui était Romain Rolland dans cette pièce qui s'appelle Dernière Note. Alors après un premier album solo qui est paru la saison dernière, un disque qui est dédié à Bach et à Rachmaninoff, eh bien, Guilhem Fabre est à l'affiche de ce spectacle et il y relève le défi d'interpréter face à son piano celui qui fut prix Nobel. En fait, quelques jours avant sa mort, un soir de Noël 44, eh bien, Romain Rolland a demandé, et ça c'est une anecdote absolument réelle, donc ça va vous faire plaisir, Cyrielle, il a demandé en fait d'être amené à son instrument. Pourquoi ? Eh bien, pour jouer la dernière sonate de piano de Beethoven qu'il aimait tellement. Une espèce de chant du cygne, comme ça, il revient sur sa vie, sur ce qu'il a pensé, sur ses combats. C'était un homme extraordinairement engagé qui a eu le courage, et ça je pense que ça va vous parler aussi, Popek, en 1914 de s'élever contre la guerre. Pourquoi ? Parce qu'il trouvait que la guerre était monstrueuse. Et cette histoire, il nous la raconte, le pianiste, autour de cet opus 111 de Beethoven, parce que c'est son moyen à lui, à Romain Rolland, de vibrer encore. Et c'était l'ami de Stefan Zweig également. Oui, tout à fait. J'allais le dire plus tard, mais vous avez raison de le dire maintenant. Si on comprend bien, et donc Emma Scali, le spectacle mêle et théâtre et musique. Oui, en fait, sur la scène, on a un piano à queue, un de ces pianos en bois ciré qu'on trouve dans les salons des vieilles maisons. Et on peut observer un grand fauteuil en cuir, une table basse, des livres, un tapis, une lampe. Et puis, le son de cette voix. « Tu vas être en retard, machin !» Imaginez, nous sommes en décembre, le 24 décembre 44 à Vézelay, et Macha, la femme de Romain Rolland, part assister à la messe de minuit à la basilique. « Tu ne m'en voudras pas de ne pas t'attendre !» Romain a 78 ans, il est prix Nobel de littérature et il attend le retour de son épouse. Patiemment, dehors, il neige, il vente, des cloches sonnent. C'est une soirée presque comme les autres, une soirée paisible, calme, qui invite au souvenir et à la réflexion, une espèce de kaléidoscope où il va mêler Paul Claudel, Stefan Zweig, dont vous venez de parler, Goethe, Charles Péguy. Et Guillaume Apollinaire aussi. Apollinaire, tout y passe, même Aragon. Et le spectacle est mis en scène sobrement par François Michonneau et le texte, qui est d'une sensibilité extrême, nous fait entrer dans l'intimité du penseur. Ce dernier médite sur les soubresauts d'un monde en miettes. Et quand il aura épuisé les mots, fatigué de parler, à bout de souffle, il va s'asseoir à son piano. Parce que la musique parle d'elle-même, parce qu'elle sublime et qu'elle fait toucher du doigt la transcendance. Il donne alors une interprétation habitée et bouleversante de l'ultime sonate de Beethoven. Si la dramaturgie n'offre pas d'acmé ou de climax, l'apogée se vit dans les dernières notes, dans cet engagement absolu et cette croyance totale que le pouvoir de la musique peut tout, que la musique a cette puissance, un degré exceptionnel de pouvoir rassembler les gens. Elle permet de faire corps, elle permet de faire communion. Beethoven, et là aussi je pense, Popek, que ça va vous parler, évoquait la fraternité entre les hommes, notamment dans sa 9e symphonie. Eh bien, cette fraternité, c'est aussi l'une des thématiques chères de Romain Rolland et probablement l'une des valeurs phares des artistes à qui on doit ce spectacle et que l'on doit à vous. Vous savez qu'il y a un point commun avec moi et Beethoven, parce que une nuit, il a entendu pom 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 pom, moi j'ai entendu pom 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 pom. Alors j'ai ouvert les yeux, pardonnez-moi de le dire ici, j'ai vu la Vierge, comme je vous vois. Elle m'a parlé, elle m'a dit, Popek, le monde est triste, fais-moi rire. Je lui ai dit, avec quoi, señorita? Elle m'a envoyé un stylo en or. Elle m'a dit, écris. Mais je suis pas écrivain, prends un nègre. Vous savez ce que c'est qu'un nègre en matière de littérature? C'est un blanc qui travaille au noir pour le compte d'un écrivain marron. Et elle a disparu sans jamais réapparaître. Et j'étais sûre que vous diriez ça, cette anecdote, Popek. En conclusion, Emma Scali. Eh bien, en conclusion, pendant 1h15, l'émotion affleure en filigrane, tout en retenue, tout est ciselé dans ce spectacle, tout est vibrant, tout est sensible. Et comme le pianiste Guilhem Fabre nous fait surgir toute la pensée de Rolland en lui donnant vie, grâce à l'incarnation, et je dis bien l'incarnation bien plus que l'interprétation de la musique de Beethoven, le spectacle s'écoute avec l'âme
et nous touche au cœur. Merci beaucoup Emma Scali. Je rappelle que Dernière Note se joue du jeudi au samedi à 19h, le dimanche à 17h au Théâtre Hébertot dans une mise en scène de François Michonneau. Et vous Emma, pour retrouver toute votre actualité de comédienne et d'auteur, on vous retrouve sur Instagram Emma Scali officiel. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Allez, tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Annabelle Guiraud. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour Popek. Dans cette chronique, on va entrer dans votre univers culturel et parler d'artistes que vous aimez. Commençons par de la musique avec la Dame en Noir, autrement dit Barbara. Écoutons un extrait de ma plus belle histoire d'amour. Et plus loin qu'il m'en souvienne, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Nous sommes en 1966. Barbara a alors 36 ans quand elle a écrit et interprète pour la première fois ma plus belle histoire d'amour. Mais au fait, à qui s'adresse cette déclaration ? Parcourons ensemble la vie de Barbara pour mieux comprendre le sens de cette chanson. Barbara, de son vrai nom Monique Andresser, est née à Paris en 1930. Après la Seconde Guerre mondiale, sa famille s'installe au Vésinet. Une ville dans laquelle vous avez aussi vécu, cher Popek. Peut-être que Monique et Jutka se sont croisés durant leur jeunesse. À cette époque, Monique, 17 ans, intègre le conservatoire qu'elle va vite délaisser pour se produire sur scène et dans les cabarets parisiens bruxellois. À 29 ans et beaucoup de chemin parcouru, elle devient Barbara, artiste connue et reconnue. Barbara, c'est aussi une femme entière et passionnée. Chanter et amour. Oui, pour elle, son métier est comme une religion d'amour, avec son public. Pour preuve, on est en 1965. Un soir de première, Barbara triomphe. Le public lance des roses sur la scène. Une émotion si forte qu'elle ne l'oubliera jamais. Elle va d'ailleurs en faire une chanson, Ma plus belle histoire d'amour. C'est comme cela qu'à partir de 1966, la chanson sera interprétée à chaque récital comme une déclaration d'amour à son public, avec qui elle voue un amour passionné, exigeant et exclusif. Barbara a mis sa propre vie en scène, avec finesse et émotion pour notre plus grand plaisir, encore aujourd'hui. C'est aussi pour ces mêmes raisons que nous aimons le personnage Popek, depuis des décennies. Et on continue en musique avec un poète de la chanson que vous adorez, Popek. Jean Ferrat. Célèbre auto-compositeur, interprète, un chanteur à texte. Il savait transformer des messages politiques ou bien des sentiments d'amour avec poésie, franchise et élégance. La preuve en musique avec un extrait de « Aimer à perdre la raison ». Aimer à perdre la raison. J'ai été invité dans son appartement à Vitry par sa femme de l'époque, Bessinzer. Il passait avec moi les nuits. Moi, ce que j'aimais chez Jean Ferrat, c'est ses chansons et surtout Nuit et brouillard, qu'il a si bien chanté. Et aussi Brassens. Oui. La chanson sur Brassens, c'est magnifique. Alors aujourd'hui, on va parler de Aimer à perdre la raison et on va refaire l'histoire. Alors Jean Ferrat, de son vrai nom Jean Tenenbaum, est né en 1930. Il est connu pour son talent mélodique et ses textes forts qui lui ont valu parfois la censure dans les années 60-70. Avec vous, Popek, on va parler du Jean Ferrat qui chante l'amour avec un grand A. Aimer à perdre la raison, c'est comme ça que vous aimez, Popek ? Ah oui, mais absolument, sauf que je m'extériorise pas, je suis assez égoïste, j'aime en secret, j'ai toujours été comme ça. Alors, c'est pas bien. On doit au contraire, je trouve, j'ai pas fait d'études, je me suis cultivé par moi-même, et forcément, beaucoup de choses me font défaut pour le vocabulaire. Sinon, je serais devenu un grand orateur, ça c'est sûr. On va poursuivre avec un livre qui sera votre prochaine lecture et qui s'intitule Triste Tigre. Oui, Triste Tigre, de Neige Sino aux éditions POL. Dans son 3e roman, publié en août dernier, l'autrice de 46 ans nous raconte et analyse les viols que son beau-père lui a fait subir lorsqu'elle avait entre 7 et 14 ans. Un ouvrage qui lui était longtemps impossible à écrire, jusqu'à ce qu'il lui devienne impossible de ne pas le faire. Entre autobiographie et essai, l'autrice raconte l'inceste et l'onde de choc que ce crime a provoqué sur toute sa vie. Un livre total sur la question de l'abus du viol d'un enfant par un adulte, sur l'emprise, sur la soumission et la domination. Au cours des 288 pages, Neige Sino va analyser, ausculter toutes les facettes du mal. L'autrice parvient à mettre de côté son statut de victime, à avoir une vision macroscopique sur la situation et analyser le mal, comprendre le coupable, ce beau-père,
qui touche uniquement Neige et pas sa sœur et ses autres enfants. Ce beau-père qui lui dit qu'il l'aime, donc la viole. Ce beau-père qui la punit parce qu'elle ne l'aime pas, donc la viole. Ce beau-père qui la menace de détruire la famille, sa mère, si elle parle, donc la viole. Triste Tigre de Neige Sino aux éditions POL, prix littéraire du Monde 2023 et à retrouver dans toutes les bonnes librairies. Ça m'a marqué quand j'ai écouté effectivement, mais vous savez que il y a également, si moi je peux donner un conseil de lecture, dans le même genre, dans La Démesure. La Démesure est le livre écrit par une jeune femme qui aurait pu devenir une très très grande pianiste. Elle a été primée étant jeune. Et c'est presque une histoire comme ça, La Démesure. Céline, non, je ne sais pas comment. J'ai son nom, à tel point que j'ai mis son nom sur mon portable. J'ai été scotché à chaque page de ce livre. On va essayer de le retrouver, bien évidemment. La Démesure. Cette fille aurait pu devenir une immense pianiste et elle a rejeté le piano comme il n'est pas permis. Parce que justement, à cause du père. De Céline Raphaël, il me semble. On termine avec un documentaire télévisé. Vous qui regardez souvent des biographies et programmes d'histoire, Annabelle vous suggère le portrait de Nicolas de Staël. Oui, Nicolas de Staël, Peinture à vif, un documentaire à retrouver actuellement sur arte.tv. Je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce. Nicolas a tout sacrifié. Les êtres les plus chers, le confort de la gloire, l'argent. Être peintre l'a entraîné aux limites de lui-même, dans une profonde solitude. Dans Nicolas de Staël, Peinture à vif, le réalisateur François Lévy-Quens nous embarque à travers la vie épopée du peintre. Tout commence dès le berceau. Né en 1914 à Saint-Pétersbourg dans une famille d'aristocrates russes, la révolution bolchevique contraint la famille à l'exil. Ses parents meurent après avoir tout perdu. Un séisme qui le marquera à la vie. À 8 ans, il est recueilli avec ses sœurs par un couple bruxellois. À la vingtaine, l'étudiant des Beaux-Arts rêve de voyager et peindre sur les routes d'Espagne et du Maroc. D'ailleurs, Nicolas disait « Le Maroc est tellement beau qu'il faudrait y faire une académie de peinture. On apprend à voir les couleurs ici. » Avec des images d'antan, le réalisateur nous fait revivre les lieux d'inspiration du peintre. Grâce aux témoignages de sa fille, Anne de Staël, et aux archives audiovisuelles, on découvre sa personnalité, charismatique et aussi de nature inquiète. La lecture de ses correspondances nous donne à entendre la belle et terrible exigence de son art. Nicolas écrivait « On ne peint jamais ce que l'on voit. On peint à 1000 vibrations, le coup est reçu. » Chez Nicolas de Staël, tout était trop grand. Sa taille, presque 2 mètres. Ses colères, sa passion pour les 3 femmes de sa vie et son engagement dans sa peinture. Plus de 1000 toiles en 10 ans. À la fin de sa vie, il s'installe dans le Midi, amoureux d'une nouvelle femme, attiré par la couleur et la lumière si chère à sa créativité. Pourtant, il mourra de désespoir. Il se suicide en 1955, à l'âge de 41 ans. Nicolas de Staël, Peinture à vif, un documentaire à retrouver sur arte.tv jusqu'au 22 décembre 2023. Notez également, si vous êtes passionné par le mythe Nicolas de Staël, une grande rétrospective est à retrouver au Musée d'Art Moderne de Paris jusqu'au 21 janvier 2024. Et merci beaucoup Annabelle Guiraud pour ce flashback avec notre invité. Vous restez encore avec nous sur Radio J. Dans un instant, l'introspection, notre coup de cœur du jour et puis notre expert Joseph Agostini pour le portrait. Mais tout de suite, une courte pause suivie du journal de l'info. Restez connectés sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravi de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. En 1976, se tient le second procès de Pierre Goldman, militant d'extrême gauche soupçonné d'avoir tué 2 pharmaciens lors d'un braquage ayant mal tourné. Je suis innocent parce que je suis innocent. Personne ne peut rien y faire, même pas vous. L'affaire suscite la mobilisation de nombreuses figures médiatiques. On ne peut pas comprendre Pierre Goldman si on ne comprend pas la portée de son histoire familiale, sur sa personnalité et sur ses combats. Le procès Goldman, un film de Cédric Kahn avec Arié Wohlsalter et Arthur Harari, le 27 septembre au cinéma. Message de François Vauglin, maire du 11e arrondissement de Paris. Que cette année 5784 nous offre le bonheur de voir la paix et la fraternité progresser partout dans le monde. Je vous souhaite à chacune et à chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos proches, bonheur et réussite. Que cette année soit douce comme le miel. Shana Tova. Il est 16h, bienvenue sur Radio J. Tout de suite, le journal de l'information avec Etani Belaïch.
Bonjour à tous, on ouvre ce journal sur l'actualité israélienne. 3 Palestiniens ont été arrêtés ce matin sur le mont du Temple pour avoir menacé des Juifs sur fond de tensions sécuritaires. Ceci alors que 50 000 personnes se sont rassemblées devant le Kotel à Jérusalem pour un grand birkat à Kohanim à l'occasion de la fête de Sukkot. Un groupe d'émeutiers palestiniens s'est approché de Juifs surveillés par la police près de la porte des Chênes. 3 suspects ont été arrêtés après avoir désobéi aux forces de l'ordre sur place, a ajouté la police. Des arrestations que dénonce le Hamas, comme nous l'explique notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Et on peut parler de véritables réflexes de Pavlov, avec lequel le Hamas a publié son communiqué pour dénoncer l'agression sioniste contre la mosquée Al-Aqsa. Selon ses termes, l'organisation palestinienne accuse même Israël d'exploiter les fêtes juives pour envahir l'esplanade, pour ouvrir des tunnels et pour expulser les habitants arabes de Jérusalem. Fin de citation. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Le gouvernement de Binyamin Netanyahou serait en train d'évaluer l'aide qu'il pourrait apporter à Gaza dans le cadre de l'accord de normalisation des relations israélo-saoudiennes. L'État hébreu envisage diverses mesures pour empêcher une escalade des tensions dans la bande de Gaza. L'une d'entre elles, augmenter le nombre de Gazaouis autorisés à travailler en Israël. Les responsables israéliens craignent qu'une escalade de la sécurité à Gaza ne compromette les négociations menées par les États-Unis sur un accord de normalisation avec l'Arabie Saoudite. Le grand rabbin séfarade d'Israël a provoqué un tollé chez les juifs laïcs du pays. Le rabbin Yitzhak Yosef a en effet affirmé hier que les juifs non religieux qui mangeaient de la nourriture non cachère devenaient stupides et pitoyables. Des propos dénoncés par le chef de l'opposition Yair Lapid qui estime que par ses propos, Yitzhak Yosef n'est pas le grand rabbin d'Israël, mais le rabbin d'une minorité bruyante. Les tensions sont au plus haut entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le ministère arménien de la Défense accuse l'armée azerbaïdjanaise d'avoir ouvert le feu avec des armes légères sur un véhicule transportant de la nourriture pour les troupes d'Erevan dans une région frontalière. L'Arménie fait état de victimes dans ses rangs, tout en précisant que la situation y est relativement stable. Le président de la République Emmanuel Macron, en déplacement dans le Lot-et-Garonne, annonce la création de 238 brigades de gendarmerie. Un réinvestissement historique selon les termes du président qui affirme que ces dernières années, plus de 400 brigades ont été fermées dans l'Hexagone. La réapparition de ces brigades sur le territoire est en ce moment dévoilée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Les tickets restaurants ou papier vont disparaître d'ici 3 ans, annonce le ministre délégué chargé du commerce, Olivia Grégoire. L'un des compagnons de route de centaines de milliers de salariés qui les utilisent chaque jour pour payer leurs repas va se transformer dans les années à venir, promet la ministre. Objectif, remplacer cet objet vieillissant et que refusent de plus en plus de professionnels par une solution dématérialisée. On l'écoute. Je lance la dématérialisation des tickets restaurants et nous allons consulter et accompagner les entreprises qui sont encore au papier pour que, avant 2026, on puisse être tout dématérialisé sur les tickets resto et on accompagnera aussi les salariés pour qu'ils puissent en disposer. L'objectif, c'est quoi? C'est de simplifier c'est simplifier et faire en sorte que ça coûte moins cher aux restaurateurs de prendre les tickets resto. Deuxièmement, je ne prendrai pas de temps pour plafonner les commissions sur les tickets restaurants. Enfin, la saison des Nobel est ouverte. Elle a commencé avec le Nobel de médecine, un prix attribué en fin de matinée à la Hongroise Katalin Karikó et à l'Américain Drew Weissman, récompensés pour leurs travaux sur le vaccin à ARN messager contre le coronavirus. Prochaine remise du prix Nobel demain dans le domaine de la physique. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch, on vous retrouve demain également à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission avec mon invité Popek sur Radio J et on revient juste après une courte pub. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. L'hôtel El Konin Tel Aviv, le légendaire, apporte une touche de sophistication et de charme à la française dans la ville blanche. Piscine et bar sur toit, face à la mer, spa Clarins et produits d'accueil Clarins en chambre, salle VIP pour des événements intimes. Et oui, l'hôtel El Konin Tel Aviv est tout simplement exceptionnel. L'hôtel El Konin Tel Aviv, 00 972 3 548 40 00. 00 972 3 548 40 00. L'hôtel El Konin Tel Aviv,
incontournable. Le nouveau magazine Les dossiers de chronique criminelle. Bonjour, c'est Jacques Pradel. Pourquoi des gens ordinaires commettent-ils parfois l'impensable ? Avec ce nouveau magazine, je vous emmène au cœur des plus grandes enquêtes. Récits, décryptages, témoignages. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Le nouveau magazine Les dossiers de chronique criminelle chez votre marchand de journaux. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de nous rejoindre si c'est le cas et si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission. Merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, Popek, pour son nouveau spectacle C'est fini de rire, on ferme au théâtre de Passy. Popek, j'avais envie de faire cette petite minute avec vous, introspection comme on a l'habitude de dire dans cette émission, et je vais commencer avec une phrase d'Oscar Wilde qui a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » On va essayer de faire ça maintenant avec 10 questions pour nous aider encore à mieux vous connaître sur la douce musique de Jérémy Ababou. Popek, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? Je regrette qu'une chose, c'est de n'avoir pas fait des études pour être avocat. Quel conseil ? Ou musicien. Quel conseil vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie ? D'avoir la chance d'être entouré de gens qui lui enseignent la droiture dans la vie, la joie de vivre et surtout d'être convivial, de ne pas s'enfermer en lui-même. Quel a été le plus bel âge de votre vie et pourquoi ? Le plus bel âge, c'est quand je pense que quand je me suis remarié, parce que j'ai été marié une première fois contre mon gré, mais bon, ça fait partie de mes sketchs, alors je ne regrette rien. Mais c'est quand je me suis marié la deuxième fois, ça c'est sûr, c'était le plus beau jour de ma vie. Peut-être que cette question, vous venez d'y répondre, mais je vous la repose tout de même. Quelle fut la plus grande erreur de votre vie et comment vous l'avez résolue ? Oula, j'en ai pas fait qu'une. Ça va être difficile. C'est d'avoir été méchant pour des injustices qui ont été commises à mon encontre quand j'étais enfant. Donc moi qui adore les animaux, je pouvais pas savoir ce que je fais pour les animaux. Je me suis vengé sur un animal. Parce que j'avais été victime de quelqu'un. C'est dur de revenir à ça. Victime de quelqu'un ? Ça se passait pendant la guerre, j'avais 8 ans. C'est-à-dire, Popek ? C'est une personne qui m'a donné une gifle parce que, soi-disant, que j'avais jeté à la rivière un petit copain qui était avec moi. Pas du tout, c'est la planche qui a basculé, elle m'a donné une gifle terrible. Et je me suis vengé sur son chat, quoi. Voilà, c'est des choses que je regretterai toute ma vie. Qu'aimeriez-vous faire encore aujourd'hui, mais que vous ne faites pas par peur d'être jugé ? Être avocat, je l'ai dit. Être avocat, oui. Quelle est la chose que vous avez fait cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie ? La chose que j'ai faite cette année et que je me souviendrai toute ma vie, c'est de passer dans ce petit théâtre et d'avoir eu la plus grande promotion télévisuelle et radiophonique que j'ai jamais eue, alors que j'ai eu les plus grands producteurs en faisant les grands musicals. C'est ça qui est incroyable. C'est peut-être parce que ça sent le sapin, peut-être parce que c'est le chant du cygne, peut-être parce que, je ne sais pas, que je suis un des derniers humoristes qui est encore sur scène, si on peut appeler ça un humoriste. Vous je ne me diriez considère quoi ? pas comme un humoriste. Vous vous considérez comme quoi, Popek ? Je suis un homme de théâtre. Voilà. Si je vous parle d'amour, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant ? De vivant. Si vous pouviez changer une chose sur votre corps ou sur votre personnalité, qu'est-ce que ce serait ? C'est d'être bronzé. Parce que quand j'étais petit, j'allais me planquer tout au bout de la plage parce que j'avais honte de ma peau claire. Si vous étiez président, quelle serait la première mesure que vous prendriez ? Eh bien, c'est de permettre aux gens d'avoir un pouvoir d'achat qui leur permette de vivre et de faire vivre leur famille.
Pour terminer, Popek, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? Ce qu'ils veulent. Je serai plus là, je m'en fous. Merci Popek. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette séquence en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Tout de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Alexandre Joseph. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. On se connaît un petit peu. Je vous ai fait venir la dernière fois pour nous interpréter cette chanson Love is All Around. Vous avez participé à la chanson du groupe Catchy. Vous étiez venu pour interpréter cette chanson-là. Vous êtes en train de préparer un 3e EP acoustique en fin d'année avec des nouveaux titres en français cette fois. Et donc ça, je suis ravie. On a une chanson que vous avez écrite il n'y a pas si longtemps qui va sortir le samedi 6 octobre en titre et en clip, c'est Le Désir et le Vent. On a le titre en exclu, mais je vais vous demander 2 choses. Est-ce qu'on le diffuse ou est-ce que vous nous le feriez guitare-voix ? J'étais plus parti pour chanter un autre titre. Eh ben alors on va la mettre. Ouais. On va la mettre tout de suite et puis après on chantera en direct. On écoute Le Désir et le Vent sur Radio J. Je fais ma valise au-dessus des jours, s'éloigner des villes et plier l'amour. Les oiseaux qui dansent au-dessus des villes caressent en silence et gronde les cœurs. Et le vent se lève, la nuit se lève, et mon âme en peine, en peine. Mon amour, je pars au lever du soleil. J'emporte avec moi le désir et le vent. Mon amour, je pars au lever du soleil. J'ai fait ma valise au-dessus de toi. Promesse incomprise, gronde nos cœurs. Et le vent se lève, la nuit se lève, et mon âme en peine, en peine. Mon amour, je pars au lever du soleil. J'emporte avec moi le désir et le vent. Oh, mon amour, je pars au lever du soleil. J'emporte avec moi le désir et le vent. Le désir et le vent d'Alexandre Joseph sur Radio J. Quel bonheur, c'est envoûtant, c'est doux à la fois, ça fait vraiment chaud au cœur. Alexandre, vous êtes en concert ce jeudi 5 octobre au Foufou dans le Marais. On a aujourd'hui le titre en exclusivité, je le disais il y a une poignée de secondes, il y a une vidéo qui va sortir donc très bientôt sur les réseaux pour faire découvrir cette chanson. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous et dans quel contexte vous l'avez écrite ? J'ai eu la chance de participer à Stafford, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Francis Cabrel qui a créé ça il y a une vingtaine d'années pour aider les artistes à ne pas se sentir seuls, en tout cas créer des connexions, on va dire, entre les artistes. C'est une sorte de colonie de vacances pour les artistes où on écrit pendant 10 jours des chansons. On se connaît pas, voilà, rien ne nous pousse à écrire ensemble, et en fait si, on est dans un endroit comme ça, écrivez. Donc on écrit. Et cette chanson est née aussi, on l'a coécrit et co-composée avec une amie qui s'appelle Oja. Son nom d'artiste est Jérôme Attal, qui est aussi un auteur-compositeur qui a écrit pour plein de gens. Ça me parle, voilà. Ça me parle.
Il y a 2 autres chansons aussi, La Victoire et Je suis papa. Qui a participé à l'écriture? Est-ce que c'est vous tout seul ou pas? Ouais, alors pour le coup, ça n'a pas été écrit à Stafford. La Victoire, ce qui est drôle, l'anecdote, c'est que je suis venu donc il y a, je crois, 1 an ici. Ouais, exactement. Et j'avais chanté une chanson qui s'appelle Grace, et qui en fait a été réadaptée en français, qui s'appelle maintenant La Victoire. Donc je trouvais ça drôle de boucler la boucle et de revenir ici et la chanter en français. On l'a fait en français alors. Allez, on y va, c'est parti. Loin, loin de toi, quelque part tout au fond de moi. Loin des miroirs de cette âme où je ne retrouve pas. Ce que je suis, c'est fini, on se laisse là. Oui, je te fuis, je n'ai jamais eu besoin de toi. Des surprises sous la pluie, les glissades de la vie. On verra bien demain, tout ira bien. Tout en équilibre, lâcher prise, les pieds sur terre. Sans frein, sans rien sur la pente, sans les mains, sans la peur au ventre. Je lèverai même les yeux vers le ciel pour mieux profiter du soleil. Sans frein, sans rien sur la pente, sans les mains, sans la peur au ventre, je lèverai même les yeux vers le ciel pour mieux profiter du soleil. La victoire, quoi qu'il advienne. Magnifique, merci beaucoup Alexandre Joseph, c'est extrêmement doux et extrêmement mélodieux, ça fait très plaisir. On peut se faire un petit refrain, couplet-refrain de Je suis papa? Allez, ok. Allez, on l'enchaîne. En plus, maintenant, il a 2 ans. Il a 2 ans et on lui fait un très gros bisou. Oh, comme j'étais perdu dans la neige, le cœur en boule. Y avait pas foule avant cette chanson. Oh, comme l'hiver s'enfuit encore, 1000 flocons s'en vont sans raison et tout reste à éclore. Et toi, tu m'as trouvé. Printemps, été, c'est comme marcher tout droit vers l'océan. Les mois peuvent tourner. Ça me fait vriller. Je suis papa et tu es mon enfant, mon enfant. Oh, 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 oh. Très beau, merci beaucoup Alexandre Joseph. Je le disais en off, il y a très peu, malgré tout, malgré cette émission, de gens qui me marquent et vous en faites partie. Je vous suis depuis très très longtemps. Je suis ravie de vous avoir en face de moi pour la 2e fois. C'est le 3e EP là qui nous attend. Le premier c'était en 2019, Honest to Goodness. Le 2e Newborn Songs et puis là le 3e dont le titre va rester mystère pour l'instant. Est-ce qu'on est sur une évolution d'univers artistique? Au départ c'était très soul, très funk. Là, on glisse vers un petit mélange avec de la variété aussi. On est OK? Oui, je suis OK avec ça. Au contraire, je trouve ça même très agréable de m'en rendre compte aussi, du coup, maintenant. Oui, je chante en français. Moins soul, moins funk, comme tu dis, et plus chanson, variété. Je me rapproche d'influences comme Alain Souchon, Zazie, qui... Je les ai réécoutés et je me dis, tiens, c'est bien quand même.
Donc voilà. Ouais, parce que la petite parenthèse, c'est que vous avez participé à The Voice à un moment donné. Vous avez été un candidat qui allait quand même relativement loin dans l'aventure, en milieu, voilà, on va dire ça comme ça. Demi-finale, voilà. Vous avez aussi chanté et remplacé un chanteur du groupe Offenbach avec cette chanson catchy, je le disais tout à l'heure. Depuis, il y a eu un petit chemin, voilà, on se remet en question artistiquement parlant. Ouais. Est-ce que vous êtes toujours tout seul, indépendant ou aidé, et si on peut, on donne un coup de pouce? Si on peut, on donne un coup de pouce, ça c'est toujours agréable. J'ai entre-temps trouvé un manager, petite structure, mais qui me permet un petit peu de souffler un peu. Et là, on carbure justement pour sortir des titres, pour toucher un label, quelque chose, un tourneur. Essayer d'avoir une petite équipe. Je suis toujours tout seul, mais moins tout seul. Ok, donc un peu plus accompagné. Ouais. Et vous n'êtes plus sur Paris? Oui, mais finalement, je reviens sur Paris, je crois. On revient sur Paris au Crayet, très bien, ouais, ça fait bien plaisir. Concert ce jeudi 5 octobre au Foufou, dans le Marais. Je fais tout pour être présente, je promets. Alexandre, merci beaucoup d'être venu nous voir, d'avoir découvert ces titres qui font vraiment chaud au cœur, qui font plaisir. Je suis sûre que les auditeurs viendront vous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Alexandre Joseph Musique avec un C, Facebook également, Alexandre Joseph Musique. Je suis sûre que cela a plu à Popek. Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Vouloir chanter. Et j'ai commencé par vouloir chanter. C'est celui que je considérais comme mon parrain, Eddie Marnet, qui m'a dit qu'est-ce que tu as d'autre. Alors je vais commencer avec Monsieur la Présidente. Il m'a dit c'est là ta voix, c'est pas la chanson. Il dit parce que tu feras les cabarets, tu iras pas plus loin dans la chanson. Et au final, je l'ai écouté. Mais au final, quand on vient vous voir sur scène, il y a un petit peu de chansons quand même avec vous, Popek. Oui, parce que j'ai jamais pu m'en passer. Et ben voilà. Mais je me suis assagi. J'en faisais beaucoup plus avant, dans la chanson, le côté chanson. Mais je suis resté sur le côté très comique. Et j'ai compris que la poésie, ça m'allait pas dans la chanson. Les gens n'attendaient pas ça de moi. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J, Popek. J'emporte avec moi le désir et le vent. Oh, mon amour, je pars au lever du soleil. J'emporte Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, Popek, on a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Et tout de suite, c'est donc votre portrait par Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle. Bonjour Popek. Alors j'espère que je serai à la hauteur du personnage que j'écoute depuis 1h30. Et moi j'espère que je serai à la hauteur de vous répondre. Oui. Alors je vais vous faire le portrait, je vais vous brosser le portrait. Je n'attends pas forcément de réponse, quoique j'ai quelques questions à vous poser effectivement en cours de route. Mais d'abord j'ai envie de dire que non, vous n'avez pas couru après les projecteurs, Popek. Depuis la disgrâce de Jean-Marc Thibault, ce sont les projecteurs qui ont couru après vous. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Avec cette introduction. Alors, l'ébéniste opticien de 14 ans parlait, riait pour 2, pour 3, pour 100, pour 1000, pour la génération précédente que l'on musela dans des camps de bestiaux. Parler, c'est peut-être marcher sur les morts, mais c'est aussi et surtout jouer avec les mots. Ils sont agiles, les mots, ils sont finaux, on peut pas leur faire dire n'importe quoi, et s'ils viennent de la tragédie, ils ne se laissent pas abattre pour autant. Et quand on vous écoute, derrière la plaisanterie, derrière le musical, derrière l'essentiel paillette qui se cache finalement, qui est devant la scène, elle vous a suffisamment emmerdé, la vie, Popek. Elle vous a suffisamment emmerdé. Je ressemble beaucoup au petit grillon caché dans l'herbe fleurie qui regarde les papillons que tout le monde. Absolument. Et qui à la fin dit oh là là, il en coûte bien trop cher dans le monde. Combien je veux aimer ma retraite profonde pour vivre heureux, vivons cachés. Vivons cachés sous les paillettes, sous le musical. Elle vous a suffisamment réclamé des dommages et intérêts à la vie alors que vous ne lui aviez rien fait à la base, que vous pouviez bien vous amuser avec elle. Oui, d'ailleurs, j'irais comme Woody Allen. Si Dieu existe, il faudra qu'il m'explique. J'espère qu'il aura des excuses. J'espère qu'il aura des excuses. Mais vous truffez d'aphorismes. C'est vrai, quand on vous écoute parler, il vous en vient toujours une. Toujours un. Je pensais au Black Carambar, mais toujours un aphorisme. Je me suis cultivé très tard, vous savez, à force que les gens rentrent dans ma loge pour me dire vous êtes un grand rorom. Je dis qu'est-ce que c'est un grand rorom, un mensch? Oh là là, comment j'avais honte qu'on me dise ça à moi. Alors j'ai commencé à me cultiver un petit peu j'ai commencé à acheter des livres, et puis j'ai eu une boulimie
de me cultiver, mais les mots se bousculaient dans ma tête, au point que dans ma gorge, ils se bousculaient tellement, et chaque mot sortait de ma bouche en se marchant les uns sur les autres, et ça donnait la cacophonie. Pas le jus de caca, en revanche. Hein. Non. Vous avez parlé. Hein. Même si vous avez fait des lunettes de WC, ça je l'ai noté, c'est pour ça que vous êtes opticien. C'était mon premier métier. Hein. Alors, mais ce qui est poignant chez vous, c'est que vous ne le faites jamais sans tendresse. À une époque où on confond peut-être l'insolence et la délation, vous nous l'avez dit tout à l'heure, l'excentricité avec l'ignorance. Dans ce monde sans répit ni limite, où celui qui dit la vérité donne un bon cheval à l'autre pour fuir, j'ai beaucoup apprécié cette expression qui est si représentative de cette époque de lâcheté, faut bien le dire, généralisée. Oui. Vous êtes, Popek, dans l'élégance du désespoir, voilà comment je vous qualifierais, dans la politesse du rire, jamais dans le ricanement. Jamais sans tendresse, c'est quand même une expression qui vous va comme un gant, vous ne trouvez pas ? Oui. La tendresse, c'est comme un matelas. C'est beau ce que vous dites, la tendresse. Oui. J'ai un grand défaut, je suis très sensible. Oui. Et je voudrais lutter contre cette sensibilité-là. Et je vais vous avouer quelque chose de terrible. Quand je dois prononcer un speech au cimetière, ça m'est arrivé plusieurs fois. Un speech au cimetière, je répète chez moi ce que j'ai écrit. Oui. Comme ça, je pleure chez moi. Ah, mais attendez, à propos des larmes, et je ne pleure plus. Voilà. C'est un métier. Vous faites des répétitions du pitch de cimetière. Je pleure chez moi. Oui. Et je m'interdis la sensibilité. Je crois que c'est Diderot qui a dit quelque chose comme ça. De s'interdire la sensibilité. C'est Diderot et Woody Allen à la fois. Alors, vous savez tant être humain qu'on vous pardonne volontiers votre jeunesse et votre connerie. C'est tellement vrai ce que vous dites, tellement vrai. Vous savez, aujourd'hui, je ne serais plus capable d'écrire les gros... vous savez, le cabaret, il m'a appris à dire des obscinités, des énormités avec la tranquillité d'un imbécile. Ah oui, mais je ne suis plus un imbécile. Vous n'êtes plus un imbécile. Pour combien de temps ? Et quand vous citez Aznavour pour justifier votre égoïsme, vous citez Aznavour, et on a envie de vous dire que personne n'est parfait, que vous êtes si étonnant, Popek, que vous êtes capable de pleurer sur le chat de votre voisine 80 ans après. Vous êtes si étonnant que je ne m'étonnerais pas de vous voir entreprendre des études d'avocat l'année prochaine en vous initiant au violon et en nous disant que vous mourrez moins bête. Ça serait chouette, ça. Ah oui. Alors pour cela, vraiment merci au très grand Popek, Cyrielle. Vous ne devez rien. Merci. Et merci, un grand merci à vous, Joseph Agostini, que l'on retrouve tous les lundis, notre psychanalyste sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Popek. Ce fut un plaisir pour moi, surtout d'être en face d'une jolie fille. Ce n'est pas désagréable du tout. Vous savez, on m'a pris en photo, c'est à Royan, je crois, où j'ai fait un spectacle caritatif pour la recherche sur le cancer du cerveau. Et on m'a photographié entre deux dames. Et on m'a envoyé la photo. Et on m'a demandé si ça me plaisait. J'aurais préféré être photographié entre deux Miss France. Merci beaucoup, Popek. Vous êtes venu nous voir pour votre nouveau spectacle C'est fini de rire, on ferme au théâtre de Passy jusqu'au 31 décembre, dimanche à 17h. Merci pour cet échange. Merci à l'artiste Alexandre Joseph d'avoir été mon coup de cœur du jour sur Radio J. Je rappelle qu'il y a donc un concert au Foufou. C'est le 5 octobre, donc ce jeudi. Merci beaucoup à la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud. Rendez-vous demain dès 15h avec Éric Emmanuel Schmitt pour son dernier livre La Rivale aux éditions Albin Michel. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et puis bien sûr, à demain et belle journée sur Radio J. Que par la douleur du parti